présente donc Carlos. Carlos, tu es par là? Oui. Carlos Diaz. Carlos Diaz est formateur et chef de projet à la RFSL, qui est la Fédération suédoise pour les droits des LGBTQ, à Stockholm, basé à Stockholm en Suède. Il travaille, lui, plus particulièrement sur la question de discrimination. Et Carlos, aujourd'hui, nous présente un programme de formation et de certification des clubs et des associations sportives conçu par la RFSL sur la base d'une recherche qualitative dans l'objectif de favoriser un environnement plus ouvert et plus inclusif à l'intérieur de ces clubs. À toi, Carlos. Thank you. Hello. My name is Carlos Diaz. My presentation is about LGBTQ sports and how we at RFSL work with education when it comes to sports. Can I get thank you. I'm a little nervous too. I usually don't talk English, so this is the first time. In 2013, the Swedish Sport Confederation and RFSL studied LGBTQ youth experiences and conditions in the Swedish sports. The study is a small study, so a qualitative character built on interviews with 25 LGBTQ youths. The material shows that norms regarding masculinity, femininity, and heterosexuality create preconditions and limitations. Many of the homosexual boys talk about how much ideals who made it impossible for them to think that you can be gay and an athlete. Many of the homo bisexual girls think about how they have been affected by the femininity ideal, how girls couldn't talk about boys or appearance. I view with suspicion. There are few openly LGBTQ people in sports that can serve as role models. Those who exist are often homosexual or bisexual athletes who have come out after their career has come to an end, that make the informants feel that it's hard to be an athlete as an LGBTQ person and nearly impossible to have a career. Sports are largely gender divided by legislation, jargon, norms, and locker rooms. That leads to young trans people being shut out, not allowed to participate in the right category, or being forced into a gender they don't feel comfortable with. The trans youth in the study are often not welcome in the right locker room, but change in the bathroom or at home. Gender-coded clothing rules and the use of ground pronoun also creates problems. Many transsexual informants want to partake in gender-divided training, but aren't allowed to train in the right group. Some dream to starting sports after having undergone gender reassignment treatment, but say that it will then be too late for them to have a career in sports. The most are now open in the sports, so constantly hide who you are and live with the fear of the environment's reaction is difficult and has led to many of the informants having stopped doing sports. Some trans youth talk about the opposite problem. That the gender dualistic structure of sport is forcing them to come out to coaches and teammates in order for them to navigate around problems with locker rooms and gender divided groups. The difficulty being open is different in different sports. Many informants have chosen to work out by themselves. For example, going to gym or running. Many who do that have had negative experiences in sport class. In common for informants that have negative experiences is that they have practiced a team sport. A common theme in the experiences of that a common theme is the experience of that LGBTQ issues are absent in sport.
except when it comes to homophobic or transphobic jargon. The majority are annoyed by it, while some say it's just a joke, it's part of doing sports. In the info months, there is a tendency to tone down and normalize harassment. It could be a strategy to not have to be seen as a victim by themselves and by others. It can also be a way of defending the sport. The informants generally have low confidence in adults. Many informants talk about how the coaches not only have been lenient with harassment between youth in the club, but also themselves contributed with a homophobic jargon. Sports has many times been described as a problematic area for LGBTQ youth. But for many of the informants, also sports is a place that symbolizes joy, freedom, health, self-esteem, and community. They love the sports and the challenge to get better and better. Some informants do sports in separate LGBTQ organizations. The existence of LGBTQ associations says something about sports as a whole, since there are reasons why LGBTQ people chose to leave regular sports and organize separately. The informants expresses that sexuality, gender, and identity should matter in sports. At the same time, many conclude that gender and sexuality is of importance, since you're expected to be heterosexual and therefore are forced to come out. Paradoxically, an LGBTQ sport association becomes the way of not having to think about the gender and sexual orientation, since they are norm there. Now to the recommendations. Policies. The work existing policies with experts and produce new ones for areas they are lacking. Action plan. Produce a temporary action plan for how the organization should work with LGBTQ issues. Education. Educate educators, employees, and volunteers in the organization in LGBTQ issues and heteronormativity. Include training about LGBTQ and heteronormativity when training leaders, structures. Work with the internal, informal, and formal structures. Don't seat men and women alternately at events. Don't state just to gender and as well in surveys and the like. Take a look at the internal use of language, identify problematic norms, and work actively to change this. Changing norms of institutional practice is about required knowledge about how norms are operating. Talking about our norms is talking about the process and relations to create the idea of normal and abnormal. An important guideline in our educational system is the norm-critical approach, norm-critical pedagogy, which means learning process with focus on norms. I usually introduce the theme of normativity, showing a couple of different geometric figures. And when I show them, I ask the participants, can you see which of them is the most different? Participants often react confused. Some say, I can, it's not a context. So I put a context. The most different is create in relation to the norm. So the normal doesn't exist in itself. The normal is created in a relation to the norm. And when I change the norm, I change the order of normal and normal. And this is an important guideline for our education system. So we discuss about the norms and what they do, the consequences.
Oh, okay. So I hope some pictures. Sorry for that. a lack of time. When we talk about power as an action space. For example, possibilities of influence your everyday lives, possibilities of influence in society, possibilities of benefiting of society's resources. So, non-critical approach is look for norms, make them visible, examine and question norms. Why is the norm important? Must it be like this? Make privilege visible. Who get the benefits of the norm? What kind of benefits? Reflect upon your own position. Who are you in relation to the norm? Do you get the advantages or disadvantages? How do you react when you face the norm? Find strategies for change. For example, a sport club creates opportunity to train in gender mixed groups. We have RSL has an education unit. Our biggest education is the LGBTQ certification program, and we focus on that. The goals for a certification program can summarize as that the employees and the organization get an increased knowledge about LGBTQ norms and the living conditions of LGBTQ people, that the organization starts work for change for an open and including working environment and welcoming reception for visitors from an LGBTQ perspective. The process, all staff are training and have knowledge about gender and sexuality as well as specifics and relevant knowledge. While the training is ongoing, is as form an internal group who review their own organization from LGBTQ perspective. The efforts result in an action plan with specific tasks to carry out and ensure that the certification work continues even after the training is completed. Afterward, the organization receives a certificate showing that they have undergone a certification program. And the symbol is important because shows that organization has required LGBTQ competence. The symbol creates also expectation in the community and in particular for LGBTQ people who want to start practicing sports. Promoting equal treatment and opportunities in sports organizations is about living up to the values of sport, promoting public health and protecting human rights. Thank you. Je vais introduire une présentation à deux voix. Vous êtes tous deux membres de l'association Paris 2018 qui organise les Gay Games. Au sein de cette association, vous êtes membre de la direction service aux participants. Gérard, toi, tu t'occupes du pôle santé. Et Frédéric, donc Frédéric, tu as un CV impressionnant. Je crois que j'ai compté une dizaine de médailles gagnées durant ces dernières années, aussi bien au lancer de javelot, je crois, le lancer de poids, 200 mètres, décathlon, enfin vraiment un CV impressionnant. Et il faut le dire, tu étais l'unique athlète français à participer aux Gay Games, au premier Gay Games de San Francisco en 1982. Exactement. Voilà. C'est donc toi qui diriges le service aux participants, tandis que Gérard, lui, est responsable du pôle santé. Vous allez aujourd'hui nous présenter une expérimentation, les résultats d'une expérimentation qui a été réalisée lors du tournoi international de Paris, le TIP, en partenariat avec la FSGL et l'Agence française de lutte contre le dopage, et qui pourrait préfigurer ce qui pourrait être mis en œuvre pour les Gay Games en matière de prévention et de sensibilisation au dopage. Voilà, à vous. Oui, exactement. 10 minutes si possible. Combien? 2? 10. Oh, ça ira. Oui, Ça ira. Oui, donc tout d'abord, merci à tous d'être là. Pour Paris 2018, nous avons un peu une vision un peu à l'avance de savoir comment on va pouvoir organiser, mais je trouve que déjà aujourd'hui,
c'est bien parti. Et c'est un peu grâce à tout le monde, grâce à tous les gens qui ont travaillé pour ce colloque. Et bien sûr, je remercie Gérard pour l'avoir fait, comme il l'a fait, comme un chef. Voilà. Donc, il nous semblait opportun de parler de quelque chose qui, très souvent dans le monde du sport, est un peu mis de côté, même si de plus en plus on commence à voir dans les grandes compétitions internationales que certaines personnes utilisent des produits qui améliorent leur performance. Et évidemment, qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est le dopage. Donc nous, pour Paris 2018, on a décidé de mettre en avant un sujet qui rejoint en plus tout à fait ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. On parle du sport et de la santé. Et le dopage fait également partie de ce sujet, puisqu'effectivement, ça peut amener à avoir des gros problèmes de santé pour ceux qui l'utilisent régulièrement et à forte dose. Alors, quand on parle de dopage, on ne parle pas que d'anabolisants, de stéroïdes, mais on parle aussi de produits illicites, certains produits qu'on n'a pas le droit de prendre, mais aussi certains médicaments qui améliorent les performances. Évidemment, tout ça, c'est inclus dans le dopage pour les sportifs. Et donc nous, plus particulièrement, puisqu'on est dans le cadre d'un événement LGBT, même ouvert à tout le monde, on a décidé en collaboration avec la FLD, donc l'Association française de lutte contre le dopage, et la FSLG, la Fédération sportive gay et lesbienne, lors du dernier type de 2016, de mettre en place un système, bien sûr, en volontariat. Tout le monde, chacun pouvait refuser ou accepter de participer à ce petit test pour savoir où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Et ça, surtout, ça a été fait pour que nous, à Paris 2018, on ait une vision un peu plus large pour savoir de quelle manière on pourrait lutter contre le dopage et surtout prévenir contre le dopage. On n'a pas encore décidé exactement de quelle manière on va le faire, mais on a déjà dans l'idée de peut-être faire des tests comme ça, à l'improviste, à droite, à gauche, selon certaines performances peut-être, on n'en sait rien, mais on voudrait vraiment l'instaurer et on va essayer de mettre ça un peu plus en valeur grâce au type de 2017 qui va encore nous donner certainement une expérience plus approfondie. Et on aura déjà l'habitude du type 2016 pour pouvoir mettre en place pour Paris 2018 cette prévention contre le dopage. Alors évidemment, ce n'était pas simple, il fallait prendre un peu des pincettes devant les sportifs qui arrivaient au type, savoir si ça c'était faisable et si c'était acceptable par les sportifs. Parce que, une fois de plus, c'est toujours tabou de parler de choses dont on n'a pas le droit de prendre, même si on aime ça de temps en temps, mais c'est comme ça. Et donc, nous avons quand même retenu deux moyens. C'est évidemment du volontariat. Il y avait donc un questionnaire, une enquête, et ensuite des prélèvements urinaires sur ceux qui ont voulu le donner. Et tout ça, ça nous amène à nous rendre compte que pour les Gay Games de Paris 2018, on voudrait améliorer encore en faisant savoir à tout le monde que nous allons, pendant les Gay Games, pratiquer certains tests, peut-être plus sur le volontariat, mais sur les performances un peu peut-être anormales de certains ou d'autres. Voilà. Et c'est un peu notre but. Les questionnaires donc étaient anonymes. Donc dans les résultats, je vais vous dire que bien sûr chaque personne nous a rendu son questionnaire anonymement. Sur le nombre de participants au type, nous avions 160 questionnaires qui nous sont revenus. Et donc plusieurs thèmes ont été abordés. Donc je vais laisser à Gérard
l'occasion de commenter les schémas que vous allez voir derrière. Il a un peu plus l'habitude que moi. Voilà. Alors, ces questionnaires sont partis de ceux que l'Agence française de lutte contre le dopage possède, mais on l'a beaucoup amélioré, en particulier pour faire des questions sur le rapport aux professionnels de santé, et puis montrer aussi que des fois les produits qui posent problème pour l'agence se prennent des fois en dehors des contextes sportifs, c'est-à-dire c'est pas uniquement un entraînement et pendant les compétitions, mais dans des moments festifs privés qui n'ont rien à voir avec le sport, qui n'étaient pas dans leurs préoccupations au départ. Donc on a bien amélioré le questionnaire. Donc on est allé le proposer dans différents endroits, des choses à la fois aussi différentes que le tennis ou les sports de combat, voilà, à l'endroit où les gens venaient prendre un café et régulièrement se réunir pour faire la fête. Donc voilà, donc c'était vraiment voir comment ça se passait. Alors, l'âge des répondants, on a des répondants qui vont de 20 à 60 ans, à plus de 60 ans, et avec une moyenne d'âge de plus de 38 ans. Et 56% avaient entre 20 et 39 ans, et on avait 17% qui étaient âgés de plus de 50 ans. Alors, quand on a regardé un petit peu la consommation, demandé aux gens de produits consommés, hein, compétition, préparation à la compétition et dans leur vie personnelle, en fait, on a près de 10% des personnes interrogées qui disent en avoir consommé dans les jours précédant la compétition. Donc, comme vous le voyez sur ce dessin, c'est le cannabis qui arrive très très fortement, hein, puisqu'il y en a 10. Ensuite, on trouve cocaïne et enfin ecstasy, opiacés et amphétamine. Alors ça, c'est une question que Pierre Bernard, qui est pharmacien, qui n'a pas pu être là parmi nous, parce que vous savez, pour tenir une pharmacie, il faut qu'il y ait toujours un pharmacien. Donc il n'avait pas pu se faire remplacer. Et donc le pauvre était consigné dans sa pharmacie. Et donc c'est à son initiative, puisqu'il avait fait même sa thèse de pharmacien sur ce sujet, de voir comment se pose le dialogue avec un professionnel de santé. Donc on voit que beaucoup de sportifs disent qu'ils sont sportifs à leur professionnel de santé, que ce soit un médecin ou un pharmacien. Par contre, spontanément, les professionnels de santé ne s'inquièrent pas de comment est-ce que vous faites du sport, quel type de sport et tout ça. Alors, sur une consultation, dans une consultation auprès d'un professionnel, 80% disent qu'ils sont sportifs. Alors, oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, et 60%, voilà, c'est deux choses différentes. Alors, après, on a abordé les problèmes des médicaments. Là aussi, on a enrichi le questionnaire de l'agence, puisque l'automédication n'était pas abordée. Donc, bien sûr, les médications en chronique étaient faites. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Les personnes qui ont des traitements pour maladies chroniques, 25% des personnes des questionnaires déclarent être dans ce cas, et avec 7% des participants qui disent prendre un traitement contre l'infection à VIH. Et un seul participant suivait un traitement contre l'hépatite B. Alors, dans ces médicaments, des maladies chroniques, il y a un certain nombre qui posent un certain nombre de problèmes. 15% posent des problèmes. Un diurétique, un anabolisant, qui font partie de la liste des substances et méthodes interdites. Un glucocorticoïde qui est autorisé seulement hors compétition par voie locale. Et la codéine, qui certes n'est pas une substance interdite, mais qui peut chez certains individus se métaboliser en morphine et entraîner un résultat anormal lors d'une analyse antidopage. Donc ça, 15% des traitements font des anomalies dans les résultats. La pratique de l'automédication, donc c'est une question qu'on avait introduite, qui n'existait pas avant. 26%, sur les 26% qui pratiquent cette automédication, seuls 6% déclarent prendre un médicament contenant une substance interdite, en l'occurrence de la pseudoéphédrine, classée dans la catégorie des stimulants. Autre question sur les compléments alimentaires. Bon, 20%, 21% prennent des compléments alimentaires. Ça a beaucoup étonné l'agence française, qui elle a d'autres, parce que ce questionnaire, il passe dans d'autres compétitions, où ils sont, par exemple, pour le marathon de Paris, tout ça, ils sont à 40%, plus de 40% d'utilisation de compléments alimentaires. Donc, ils étaient assez étonnés de la moitié. Et alors, il y a eu des prélèvements urinaires avec proposés. Donc, c'était dans le carreau du Temple, sur le TIP. Donc, il y avait l'agence qui était là, qui proposait
Vous voyez ces grands sacs oranges. Ces grands sacs oranges permettaient de passer discrètement, de traverser tout le carreau du temple en diagonale pour aller faire pipi et ramener son écho, enfin voilà, le pot, parce qu'on n'avait pas pu trouver une place. C'est des problèmes qu'on verra après. Donc c'était recueil de l'urine, entretien avec un médecin préleveur de l'agence française, remplissage du même questionnaire, et après des entretiens. Certains entretiens ont même duré pas loin de 45 minutes. C'était très, très, très intéressant. Et donc sur les 15 tests réalisés, 2 furent positifs à la codéine et à la cocaïne. Alors maintenant, expérience, bilan et perspective. Ok, il va nous rester une petite minute, donc on va essayer d'aller assez vite. L'expérience du type a été très bien acceptée et encouragée par les sportifs LGBT. Évidemment, nous allons renouveler cette expérience au type 2017 pour tester les prélèvements urinaires sur divers sites de compétition, plus qu'en 2016. Et donc, on a un aspect à améliorer, une meilleure organisation des prélèvements, diffusion des informations sur le dopage sur le site Internet, qui a déjà été démarré, et la sensibilisation des sportifs sur le bon usage des médicaments et des compléments alimentaires, en partenariat avec l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Et développer un espace sport santé lors de ce type d'événement, intégrant également les enjeux nutrition et santé. La conclusion est que la lutte contre le dopage doit vraiment s'intégrer dans une approche sport-santé plutôt que sport et tricherie. Le bon usage des médicaments, des compléments alimentaires et des substances stupéfiantes, éviter les interactions, les majorations d'effets secondaires indésirables ou les contre-indications. Évidemment aussi, le rapprochement de la nutrition et du sport est très important. Et donc nous remercions effectivement tous ces sportifs qui ont participé à ce type de test. Et le comité directeur de Paris 2010, la FLD et la FSLG. Et voilà. J'appelle Mélanie Pérez et Sylvain Ferrez à nous rejoindre à la tribune. Une autre présentation à double voix. Celle de Mélanie Pérez, doctorante en sociologie, dans l'équipe... On me dit aussi plus doucement, donc je vais essayer de faire plus doucement. Pardon, donc Mélanie Pérez, doctorante en sociologie, dans l'équipe santé, éducation, situation de handicap, Santé-Si, donc à l'Université de Montpellier. Elle termine actuellement sa thèse sous la codirection de Sylvain Ferrez, qui l'accompagne, et thèse intitulée provisoirement « Apprendre la séropositivité, sociologie des expériences du VIH chez les gays, récemment diagnostiqués à l'heure de l'indétectabilité ». Je présente à présent Sylvain, qui lui est maître de conférence HDR, directeur du laboratoire Santé-Si, toujours à Montpellier. C'est auteur de nombreux articles. Ses thématiques de recherche sont notamment le vécu du VIH, le rapport au corps et l'accès aux activités physiques et sportives des personnes vivant avec le VIH, le handicap, la santé, les mobilisations associatives et collectives, le genre, la sexualité et les discriminations au sein des activités physiques et sportives. Alors, il nous parle aujourd'hui de sport et de VIH, en centrant leur intervention sur les mobilisations associatives revendiquant l'accès des personnes vivant avec le VIH aux pratiques sportives. Ils examinent par ailleurs la place des activités physiques dans l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, mais aussi la place du VIH dans les associations sportives LGBT. À vous. Merci. Au début des années 80, une pathologie mortelle inconnue est associée à l'homosexualité. Les styles de vie et la dispersion homosexuelle sont des arguments venant appuyer l'hypothèse d'une maladie résultant d'un dérèglement engendré par les transformations des années 70. L'illusion ne dure qu'un temps. La découverte de l'agent infectieux et des modes de transmission n'exclut toutefois pas la peur de la contamination, autrefois associée aux vieilles épidémies. L'univers sportif, parce qu'il engage dans des corps à corps, devient un monde à risque qu'il convient de sécuriser. À cette époque, seul le mouvement sportif LGBT, initié par la Fédération des Gay Games, critique les logiques d'exclusion envisagées par le monde sportif traditionnel et promeut l'inclusion des personnes séropositives dans ces événements. Il s'agissait d'étudier les enjeux de la bascule conduisant de cette mise en visibilité sociale d'une pratique sportive fondée sur la lutte contre la stigmatisation à l'essor d'activités d'accompagnement socio-sanitaire des individus les moins dotés en ressources sociales ou les moins disposés à les mobiliser. La démonstration s'appuiera sur 2 types de données: un corpus de 17 entretiens avec des figures historiques du sport LGBT français et un corpus de 21 articles parus dans 4 revues associatives, Remède, Protocole, le Journal du Sida et Infotraitement
entre 1990 et 2008. Dès sa création, le sport LGBT se fonde sur une éthique d'inclusion. En 1982, la FGG émerge d'une mobilisation qui puise dans l'expérience de l'homophobie. Elle organise son action autour de slogans recourant à quelques thèmes récurrents: inclusion, participation, émancipation, égalité des droits, non-discrimination, respect, visibilité. S'appuyant sur une expérience partagée de l'exclusion, le sport devient un levier pour revendiquer une orientation homosexuelle, objet de mépris. Le mouvement sportif LGBT ne se cantonne pas à la mise en question des logiques d'exclusion expérimentées dans le monde sportif traditionnel. Il aspire à étendre sa cause au-delà d'un communautarisme étroit, replié sur la lutte homosexuelle. Par-delà les droits des minorités sexuelles, les Gay Games sont l'occasion de dénoncer l'ensemble des discriminations dont sont victimes les groupes minoritaires. C'est dans le cadre de ce projet inclusif que, dès l'apparition de l'épidémie de sida, la FGG signifie sa solidarité à l'égard des personnes malades. En 1986, à San Francisco, la cérémonie d'ouverture des seconds Gay Games est l'occasion d'une minute de silence pour les victimes du sida. Ce type de commémoration s'institue durablement jusque dans les réunions de la FGG. Les Gay Games sont l'occasion de déployer l'ensemble du répertoire des actions collectives mobilisées par les mouvements de lutte contre le sida, des NAMES Project au LAIN. C'est dans ce contexte que, dès 1986, en marge des Jeux, des manifestations expriment la solidarité avec les personnes touchées. Un peu plus tard, en 1994, la participation de personnes malades aux épreuves sportives est visible à New York. En culturisme, non seulement leur engagement ne dérange pas, mais il débouche sur des gestes de fierté. Au-delà des manifestations publiques de solidarité, c'est donc l'inclusion réelle et effective dans les pratiques qui est visée. Pour ces Jeux, la FGG a d'ailleurs négocié en 1994 la suspension temporaire de la loi sur le contrôle du statut sérologique à l'entrée sur le sol américain. Cette posture est partiellement relayée par la fédération créée en France au retour des Gay Games de 1986. En 1993, chacun se souvient par exemple de la disparition de Dominique Poggial, membre fondateur du mouvement français, et de la European Gay and Lesbian Sport Federation. En 1997, cette fédération européenne crée d'ailleurs un trophée au nom de Thierry Betex, figure reconnue du bowling LGBT français et européen, emporté par la maladie en 1996. Parallèlement aux signes de solidarité envers les personnes atteintes, la présence du sida suscite toutefois des réactions plus ambivalentes. Un interviewé évoque une rumeur selon laquelle, en 1993, le projet de reverser des fonds à des associations de lutte contre le sida aurait engendré, après des débats, je cite, houleux et destructeurs, la démission du bureau de la fédération. Jusqu'au milieu des années 1990, les liens entre la fédération et le milieu de lutte contre le sida sont en réalité inexistants. Un ancien administrateur note que, en 1993-1994, le sport LGBT constitue, je cite, une alternative rassurante pour échapper à l'emprise des discours sur le sida et à la sociabilité homosexuelle, je cite encore, morbide et inquiétante, liée aux associations de lutte contre le sida. Ici, l'homosexualité peut être renvoyée, en tout cas dans ce discours, à une représentation positive et identifiée à autre chose qu'à la maladie. Il faut attendre en réalité 1999 pour que le bulletin fédéral aborde la question du VIH-Sida. Il est posé de l'extérieur. Cette question est posée de l'extérieur suite à une sollicitation de l'hebdomadaire Tétu qui souhaite recueillir des témoignages de sportifs séropositifs pour son guide sur le VIH. Je cite. « Cette démarche n'a pas été sans susciter un embarras aussi incompréhensible qu'éloquent dans notre fédération. La fédération s'est donc contentée d'une attitude neutre, informant ses licenciés de l'initiative et invitant ceux qui le souhaiteraient à contacter directement le magazine. Il est vrai que la transparence sur son statut sérologique ne semble pas dans les habitudes des clubs. » Par-delà les questions éthiques associées à la révélation d'une information intime, un décalage apparaît donc entre les valeurs d'inclusion impulsées à l'échelle internationale et la réalité locale de pratiques qui restent travaillées par la peur, associées à des représentations terrifiantes de la maladie. Donc, malgré la volonté inclusive affichée par la Fédération des Gay Games au niveau international, donc, qui ouvre dès la fin des années 80 ces jeux à l'ensemble des personnes séropositives, ou en tout cas concernées par le VIH-Sida, les acteurs locaux du sport LGBT tardent à mettre en pratique l'inclusion des personnes séropositives ou même à rendre visible leur engagement en matière de lutte contre le VIH-Sida. Donc c'est seulement en fait en 2005, année durant laquelle la lutte contre le sida est proclamée grande cause nationale,
que lors du tournoi international de Paris, la fédération sportive gay et lesbienne affiche publiquement sa politique inclusive. Donc, d'une façon générale, ces résistances locales, ou du moins cette timidité au niveau local d'afficher une volonté inclusive, sont liées à la peur d'un étiquetage sport LGBT égale VIH-Sida. La façon dont l'univers sportif traditionnel va gérer l'arrivée du VIH permet une meilleure compréhension de cette peur d'un étiquetage qui se cache derrière cet engagement discret ou timide de la FSGL au niveau local pour un sport inclusif. Donc, dans les années 90, l'univers sportif traditionnel va mettre en place différentes réglementations et dispositifs de contrôle visant à protéger l'espace sportif du VIH-Sida. Il va alors en fait s'inspirer des modèles et des pratiques de gestion des risques qui viennent de la santé publique. On peut prendre comme exemple, pour illustrer notre propos, le cas de la boxe professionnelle, où progressivement le dépistage devient obligatoire, soit une fois par saison, soit avant chaque combat, en fonction des États. Donc là, je prends le cas des États-Unis. En 91, par exemple, Magic Johnson, star de la NBA et de l'équipe des Lakers, annonce publiquement sa séropositivité au VIH et renonce volontairement à la compétition, mais sous la pression d'autres joueurs et coéquipiers. Il prend donc sa retraite anticipée à l'âge de 32 ans. 2 ans plus tard, en 93, Ruben Palacio est diagnostiqué séropositif avant un combat, avec un dépistage obligatoire. Il ne peut donc pas défendre son titre de champion du monde en catégorie poids-plume et devient le premier champion en activité officiellement exclu d'une compétition internationale à cause de sa séropositivité au VIH. Et il est interdit par la suite de toute compétition par la WBO, qui est la World Boxing Organization. En France, chaque fédération sportive fait le choix d'édicter ses propres règles et ses propres règlements. C'est ainsi que vont se mettre en place petit à petit des procédures et des règlements qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui et que vous connaissez sans doute sans les associer forcément à l'arrivée du VIH-Sida dans le sport. Donc, depuis novembre 87, le port de protège-tibia est obligatoire au football en raison du potentiel hémorragique de cette zone. Un joueur victime d'une blessure hémorragique, donc, comme sur cette belle illustration, doit quitter le terrain et ne peut le réintégrer qu'une fois celle-ci stoppée et ou recouverte. Donc, c'est une règle qui est appliquée au basket, au rugby et au football. L'éponge utilisée pour nettoyer une plaie est proscrite et le port de gants en latex est conseillé aux arbitres et aux soignants en boxe. Donc, pour conclure sur cette partie, on peut dire que l'arrivée du VIH-Sida au sein de l'espace sportif a été pensée comme un enjeu de santé publique. En sécurisant l'espace sportif par l'hygiène, c'est finalement la défense du bien commun qui est privilégiée au détriment des personnes atteintes et du respect du droit des personnes. La dimension sanitaire qui est conférée au VIH dans l'espace sportif rend tangible la question de l'exposition aux risques faibles. De plus, malgré le fait qu'aucune étude ne puisse attester d'un cas d'infection au VIH durant une pratique sportive, au début des années 2000, des travaux continuent à évaluer les risques de contamination dans les activités, favorisant les contacts physiques et les saignements, tels que le rugby ou le karaté. En rappelant régulièrement l'existence, même minime, inexistante, puisqu'il n'y a pas le cas avéré, de risques d'infection durant l'exercice physique ou la compétition, ce discours rejoint celui que l'on retrouve dans les revues médicales de l'époque, qui appelle à la responsabilisation de l'individu porteur du VIH et l'invite à juger de ses capacités à pratiquer selon son statut clinique et du risque d'effusion du sang dans certaines activités. Jusqu'au milieu des années 80, vous l'aurez compris, c'est donc autour de la problématique de l'inclusion-exclusion que se structurent les prises de position sur l'accès au sport des personnes séropositives. D'un côté, malgré les ambivalences, le sport LGBT s'efforce d'incarner l'idéologie inclusive forgée par la Fédération des Gay Games. De l'autre, les fédérations traditionnelles s'appuient sur les études médicales pour penser des règles d'hygiène et de sécurité sur les terrains sportifs. Le glissement des questionnements qui a lieu au milieu des années 1990 est moins lié à l'extinction de cette problématique qu'à son recouvrement par une autre, largement relayée par les associations de lutte contre le VIH. Il correspond à la montée de l'activisme thérapeutique et, avec l'arrivée de traitements efficaces, à la requalification de l'infection comme maladie chronique.
Les séropositifs tombent alors sous le coup des politiques de prévention tertiaire et des incitations à se prendre en charge pour maintenir leur état de santé, leur qualité de vie, notamment grâce à une activité physique régulière. Les associations de lutte contre le VIH deviennent l'un des principaux relais de l'accompagnement socio-sanitaire qui leur est proposé. Ces remèdes qui s'engagent le plus vite et le plus nettement dans cette voie, avec 10 articles sur l'exercice, l'activité physique ou le sport dans les années 1990 et 2000. Avant 1996-97, les apparitions sont discrètes dans des textes ne portant pas directement sur ces aspects. À partir de 1997, une première rupture s'opère. Elle s'observe d'abord en marge d'articles consacrés à d'autres sujets. En 1998, par exemple, un texte prodigue des conseils pour avoir une alimentation équilibrée et à l'occasion pointe l'intérêt de faire de l'exercice physique. Notamment, je cite, si l'on a trop de graisse, avant de poursuivre, pour diminuer ces problèmes, il est conseillé de pratiquer régulièrement de l'exercice physique et de modifier son alimentation tout en veillant à ce qu'elle reste équilibrée. Début 1999, l'exercice fait partie des 3 recommandations pour lutter contre les lipodystrophies. L'activité physique n'est pas encore pensée comme un thème autonome, mais dans le cadre du rapport exercice-alimentation. Il s'agit ainsi, toujours en 1999, d'adopter un mode de vie alimentaire et une pratique physique assurant une meilleure utilisation métabolique du sucre afin de réduire la masse grasse au profit de la masse musculaire. Peu à peu, au fil des articles, les recommandations se font plus précises. Tous les sports peuvent être bénéfiques, dit l'un d'entre eux, à condition qu'ils soient pratiqués de manière régulière, idéalement au moins une demi-heure, au moins 3 fois par semaine. Malgré ces précisions, jusqu'en 2003, l'exercice est un moyen, parmi d'autres, mobilisé dans une perspective nutritionnelle ou en raison d'une préoccupation sanitaire ciblée, le diabète, les lipodystrophies ou autres. 2003 marque un tournant. La notion d'exercice physique s'estompe au profit de celle d'activité physique ou de sport dans un message clair. L'activité physique est recommandée aux personnes séropositives, par exemple, dit un article avant de poursuivre. Mais par où peut-on commencer quand on n'a jamais fait de sport? Quelques conseils simples pour démarrer. Les 4 motifs proposés pour convaincre le lecteur renvoient à une rationalité biomédicale. Préserver sa santé cardiaque, perdre du poids, développer sa masse musculaire et être moins stressé. Les mêmes arguments sur, je cite, les bienfaits du sport reviennent en 2005, 2006 ou 2007, où l'activité physique est par exemple décrite dans un article titré « L'hygiène de VIH ». En 2007, 2 dossiers sur l'activité physique et sportive paraissent dans Infotraitement et Protocole et consacrent d'une certaine manière le mouvement qui a été initié par Remède. Mais les incitations à pratique passent également par d'autres canaux. La même année, par exemple, Aide Île-de-France et Act Up Paris organisent pour la première fois une réunion d'information ou des réunions d'information sur les activités physiques et sportives. Depuis le début des années 2000, la plupart des associations proposent en outre des créneaux de pratique. L'activité physique a donc intégré la panoplie des outils de prise en charge de la nouvelle maladie chronique. Le monde associatif a ici constitué un vecteur privilégié des messages de santé publique dans un contexte plus favorable à l'accompagnement sanitaire qu'à la dénonciation de l'exclusion des espaces sportifs. Juste moins d'1 minute pour conclure. Donc aujourd'hui, finalement, les associations se présentent comme des relais du déploiement de l'activité physique adaptée et du sport santé. Donc ça ne veut pas dire que les activités qu'elles proposent n'ont pas une ambition ou une portée inclusive, mais qu'elles n'en font pas ou plus un objectif explicitement revendiqué. Le sport s'affiche désormais avant tout comme un moyen de relayer les discours et les objectifs de santé publique. Aujourd'hui, les personnes séropositives sont confrontées à la fois à une injonction à se rapprocher de la figure du patient idéal et au risque d'exclusion au sein des espaces sportifs traditionnels. Donc finalement, elles se trouvent face à une alternative, donc soit privilégier une pratique physique individuelle dans la normalité, loin des espaces sportifs traditionnels, en taisant l'information sur son statut sérologique pour ne pas risquer la stigmatisation, et ou des mesures d'exclusion, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ou de s'engager dans une pratique physique au sein d'une association de lutte contre le VIH, permettant donc l'accès à un espace de sociabilité conçu comme un des outils du dispositif de prise en charge. Je vous remercie. Alors, j'accueille à présent à la tribune notre dernière intervenante, Coraline Delebarre. Merci Coraline. Coraline est psychosexologue. Je crois qu'elle est actuellement en 3e, tu me corriges si je dis des conneries, en 3e année de DIU, études de la sexualité humaine à Paris 5.
Elle a exercé longtemps au kiosque InfoSida en charge de la coordination et de la formation. Elle est par ailleurs la co-auteure du guide Tomber la culotte, destiné aux femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes. Et aujourd'hui, elle nous présente les résultats d'une enquête qu'elle a menée dans le cadre de son DIU, qui porte sur la sexualité des femmes entre elles. Alors, merci beaucoup de me laisser la parole aujourd'hui pour présenter donc, ces résultats descriptifs préliminaires de l'enquête Sexo-FSF, effectivement réalisée dans le cadre de mon mémoire de diplôme interuniversitaire de sexologie à Paris 5. Alors, ce travail s'inscrit, comme tu le rappelais, Sandrine, dans un intérêt pour la santé sexuelle des FSF depuis un petit moment, et notamment avec la rédaction d'une méta-analyse sur la santé lesbienne, écrit avec Clotilde Genon et Cécile Chartrain, et qui est paru dans GSS Genre, Sexualité et Société en 2009. Et suite à cela, on a également beaucoup travaillé sur ces questions en termes associatifs et créé et coordonné le projet national Tomber la culotte, qui est donc une brochure de santé sexuelle à destination des FSF. Alors, suite à ce travail, un constat qui concerne les sexualités FSF, c'est le peu de visibilité dans les travaux scientifiques et les représentations sociales souvent intériorisées d'une sexualité en creux, voire déniée. Alors, mon travail s'intéresse à la sexualité des FSF et veut confronter les réalités sexuelles et affectives déclarées par rapport aux représentations sociales et sexologiques de l'hypodésir sexuel présumé chez ces femmes. Le tout cristallisé par le concept de lesbian bad death de Schwartz et Blumstein et qui date de 1987, un concept qui découle des résultats de leur enquête American Couple et voudrait que les lesbiennes engagées dans des relations de couple auraient moins de rapports sexuels et d'intimité sexuelle que dans toutes les autres formes de relations, ce fait s'accentuant à mesure que la relation dure. Elles seraient également plus limitées dans leur répertoire de pratiques et techniques sexuelles, et elles seraient moins sexualisées que n'importe quel autre individu. Alors cette idée a été largement récupérée par les discours sociétaux et sexologiques, et très souvent intériorisée par les lesbiennes elles-mêmes, qui invoquent parfois ce lesbian bad death. L'enquête Sexo-FSF, c'est donc un questionnaire auto-administré de 94 questions embranchées, avec 3 questions d'inclusion, qui étaient à destination des femmes cis ou trans ayant eu des rapports avec des femmes au cours des 12 derniers mois. Il était découpé en 5 parties: identité et vie sociale, entrée dans la sexualité, relations affectives, sexualité avec les partenaires féminines, caractéristiques sociodémographiques. Il est resté en ligne du 1er septembre 2016 au 15 octobre 2016 et a été diffusé via les réseaux sociaux, notamment Facebook. Alors, je tiens quand même à expliquer du fait de cette spécificité, on a un biais de recrutement, puisque ce n'est pas une enquête qui a été passée sur la base du volontariat, elle n'est pas aléatoire, elle utilise aussi un canal de communication spécifique, que sont les nouvelles technologies, et elle a été relayée par des influenceurs et des médias LGBT. Donc ça peut expliquer un petit peu la population particulière qu'on va voir. Alors notre échantillon, 3047 entrées sur le questionnaire. Et pour notre étude, nous avons choisi de nous intéresser donc aux femmes qui ont eu au moins un rapport sexuel avec une femme au cours des 12 derniers mois, et également qui résident en France, afin d'éclairer les réalités françaises. Nous avons également choisi d'exclure les questionnaires incomplets, ce qui ramène notre échantillon d'analyse à 1694 observations, soit 56% des répondantes, avec un taux d'abandon de 34,6%. La population de notre étude est une population jeune, avec un âge médian de 29 ans et avec un niveau d'éducation élevé, puisque 86% d'entre elles ont un niveau supérieur au bac. Pour autant, elles ont des revenus plutôt moyens, car seulement 16% d'entre elles gagnent plus de 2 300 €, sachant que le salaire médian net français est de 1 772 €. Un taux de chômage également plus élevé que la moyenne en population générale, puisqu'il est de 13 contre 10,6. Mais la jeunesse de notre échantillon peut expliquer cette spécificité. La répartition géographique, elle est homogène, avec 57% des participantes qui vivent dans une ville de plus de 100 000 habitants et 43% dans une ville de moins de 100 000 habitants.
L'autodéfinition de soi et le fait de se déclarer féministe étaient des variables importantes de notre enquête, puisqu'on a le sentiment qu'elles pourraient être des variables indépendantes, influençant la représentation et le jeu de la sexualité entre femmes. Alors, si les femmes se déclarent majoritairement homosexuelles ou lesbiennes, on remarque une diversification des autodéfinitions de soi, avec 18% des répondantes qui se déclarent queer, pansexuelles ou gwyn, et 8% autrement ou ne souhaitant pas se définir. Le féminisme est aussi une revendication identitaire très forte dans notre échantillon, puisque 79% se disent féministes. Parmi celles qui savent s'orienter dans un courant spécifique, un quart de l'échantillon se réclame des courants post-féministes. La lesbophobie est encore fréquemment reportée, puisque dans chaque milieu de vie, près de la moitié déclarent occasionnellement ou souvent des injures, du mépris ou du harcèlement. Le milieu le plus cité étant l'espace public, avec 75% des répondantes qui déclarent avoir déjà vécu occasionnellement ou souvent des injures, du mépris, du harcèlement dans le voisinage. Afin d'étayer ce propos, une de nos questions était relative au fait de tenir la main de sa partenaire dans la rue. Les répondantes étaient 20% à déclarer ne jamais ou rarement tenir la main de leur partenaire, et 55% seulement selon les endroits. Les raisons évoquées pour 79% d'entre elles sont la peur, la méfiance, la prudence ou la pensée que ça pourrait choquer les passants et passantes. Alors peut-être qu'il existe un lien entre cette lesbophobie vécue ou crainte et le fait que 36% des répondantes qualifient leur état de santé psychologique comme moyen ou mauvais, un axe que nous allons explorer un petit peu plus tard. 20% des répondantes qualifient leur état de santé physique comme moyen ou mauvais également, et l'état de santé général est perçu comme moyen ou mauvais pour 15% d'entre elles. Enfin, c'est un quart des répondantes qui se disent pas vraiment ou pas du tout satisfaites de leur apparence physique. Concernant les modes de vie et la conjugalité, nos répondantes se déclarent très majoritairement en couple. 78% sont en couple avec une femme et 8% en couple avec un homme. Parmi ces couples de femmes, 14% se disent en couple ouvert. Elles sont 14% à être mariées, 10% à être pacsées. Et 16% de ces femmes, peu importe leur situation conjugale, déclarent avoir des enfants. 3 répondantes sur 5 déclarant que ces enfants vivent avec elles. En ce qui concerne l'entrée dans la sexualité, 46% de ces femmes ont eu leur première relation sexuelle avec une autre femme. Elles sont pour autant 73,5% à avoir eu des rapports sexuels avec des hommes au cours de leur vie. L'âge moyen d'entrer dans la sexualité est plus élevé pour les partenaires féminines, 20,5 ans, que pour les partenaires masculins, 17,8 ans. Autre chiffre intéressant, le nombre moyen de partenaires vie est de 14,6. Pour information, même si on ne peut pas comparer pour le moment, il est de 4,4 pour les femmes et 11,6 pour les hommes dans l'enquête CSF. Les 2/3 des répondantes disent avoir déjà eu un ou une partenaire sans qu'il n'y ait jamais de pénétration, dont 57% qui les comptabilisent comme des partenaires dans l'enquête, ce qui pourrait tendre également à une diversification des visions de ce qu'est le rapport sexuel chez ces femmes. Elles sont aussi 78% à avoir déjà eu au moins un rapport sexuel sans sentiment et presque la totalité de ces répondantes à les avoir comptabilisées comme des partenaires dans l'enquête, ce qui pourrait tendre vers une évolution ou tout au moins une dissociation des modèles inscrivant prioritairement la sexualité féminine dans le registre du sentiment. En ce qui concerne la perception de leur sexualité, 84% des femmes interrogées se disent plutôt ou tout à fait satisfaites de leur vie sexuelle. 1/3 des répondantes déclarent que la sexualité est indispensable dans leur vie. En termes de représentation, alors qu'elles sont 87% à penser qu'il n'y a pas moins de désir chez les FSF que chez les femmes hétérosexuelles, elles ne sont plus que 71% à le penser vis-à-vis des gays. Enfin, elles sont 41% à dire que la pénétration vaginale n'est pas du tout importante. Pour autant, lorsque l'on s'attarde sur les pratiques sexuelles déclarées, 73% déclarent souvent ou tout le temps des pénétrations passives et 76,5% des pénétrations actives.
C'est d'ailleurs la pratique la plus déclarée avec les pratiques orales. À noter également, 13% de femmes n'utilisent pas les sextoys pour des pénétrations, mais souhaiteraient pour autant un jour y avoir accès. Le fist vaginal est également recensé, puisqu'il est rapporté pour 13,42% toutes fréquences confondues à le recevoir et 15,8% à le faire. Le BDSM est également recensé pour 20% d'entre elles, et un petit peu plus de 15% ne l'ont jamais fait, mais aimeraient pour autant un jour y avoir accès. La sexualité de groupe également, c'est une pratique qui est déclarée parfois ou rarement par 11% des répondantes, et 17% de l'échantillon aimeraient un jour pouvoir le faire. Concernant le porno, elles sont 64,8% à déclarer regarder des films pornographiques parfois ou souvent. Elles sont 78% à en regarder seules, et 60% disent que leur motivation principale est la masturbation. À ce sujet, 97,6% de ces femmes disent qu'elles se sont déjà masturbées, la première fois à un âge médian de 13 ans. Pour information, la masturbation, elle est recensée pour 60% des femmes dans la population générale dans la CSF. Fréquence et durée des rapports. Alors, ces diagrammes nous permettent de rendre compte de la durée et de la fréquence des rapports. De façon descriptive, aucune tendance ne se dégage clairement en ce qui concerne la fréquence des rapports, avec une répartition relativement homogène. Pour autant, en termes de durée, les participantes déclarent massivement des rapports qui durent entre 30 minutes et 1 heure, et 19% d'entre elles d'une durée d'1 heure à 2 heures. Pour information également, dans la CSF, donc chez les femmes en population générale, la durée du rapport est en moyenne de 29 minutes. Elles rapportent également des dysfonctions sexuelles, c'est-à-dire que 72,4% d'entre elles déclarent avoir ressenti une difficulté sexuelle dans les 12 derniers mois, notamment de l'absence ou de l'insuffisance de désir, des difficultés à atteindre l'orgasme et des relations sexuelles douloureuses. Pour autant, elles n'en parlent pas beaucoup. Elles ont accès aux professionnels pour très peu d'entre elles, seulement pour 8%, majoritairement les psychologues d'ailleurs. Et elles déclarent que si elles n'en ont pas parlé, c'est parce qu'elles ne savent pas à qui en parler, ou qu'elles ont peur qu'on les juge, elles ont peur des réactions négatives, elles se disent que cela ne regarde personne, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une vision très intimiste de la sexualité chez ces femmes, et en même temps une peur de la lesbophobie qui pourrait être avérée dans le milieu médical. Pour conclure, quelques résultats intéressants qui nous permettent de continuer la réflexion sur cette analyse. C'est le nombre moyen de partenaires élevé, de 14,6, la diversité du répertoire de pratiques, la lesbophobie qui est toujours d'actualité, un état de santé mentale perçu comme moyen ou mauvais pour plus d'un tiers de notre échantillon, et un taux de déclaration de dysfonction sexuelle important, avec peu de recours, ceci dit, aux professionnels de santé. Ce qui est intéressant également parce qu'elles déclarent massivement avoir une grande satisfaction sexuelle. Donc ça peut être un axe à aller un petit peu fouiller. Les perspectives, bien, ce sont les analyses multivariées sous le prisme de la conjugalité et de l'identité. Et également essayer une extraction des FSF trans ou ayant des partenaires trans. Voilà. Je vous remercie. Écoutez, la parole est à la salle. On s'est assez exprimé à la tribune, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais continuer dans mon rôle de monsieur Loyal, c'est-à-dire distribuer la parole. Oui. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Manuel Picot, président de Paris 2018. En fait, je voulais un peu rebondir sur un certain nombre d'interventions. Je remercie tous les intervenants pour la qualité de leurs travaux. Sur le sport, je voulais approfondir l'idée que le sport était d'abord masculin, qui a été évoqué tout à l'heure,
Il y a des dates importantes. Le sport moderne, il date de 1862 ou 3, avec la création du règlement du football en Angleterre pour les jeunes garçons aristocrates de notre Angleterre de cette fin du 19e, pour créer des garçons bien virils et capables d'aller vers la victoire et des futurs soldats. En 1960, on a enfin fait le règlement du foot féminin. Il aura fallu un siècle. En fait, tout le sport est construit depuis cette époque, donc depuis le 19e siècle, encouragé encore par Coubertin, sur l'idée de la surperformance et de la victoire, qui laisse de côté en fait l'essentiel de la population. L'originalité du mouvement des Gay Games et de la Fédération sportive gay lesbienne, qui en est une émanation, puisque c'est en retour des Gay Games qu'on a créé la Fédération sportive gay lesbienne, c'était de s'adresser à toute une communauté a priori, mais sans aucun questionnement en fait. Tout le monde peut y venir, on ne demande aucune caractéristique de sa sexualité, de sa séropositivité ou de son identité de genre. Et ça me permet de rebondir sur ce qui était dit par l'équipe de Sylvain, c'est que je suis toujours très gêné lorsque l'on parle de transparence en matière de VIH. Vous savez que je suis très out sur ce sujet, mais en même temps, je crois que la lutte qui est la nôtre depuis plus de 30 ans, c'est de permettre aux uns et aux autres d'être dans un contexte où on peut affirmer son homosexualité ou sa séropositivité ou pas, et il n'y a pas d'injonction au dévoilement de ça. Et dans toutes les associations LGBT, on a finalement peu de personnes qui ont fait leur coming out. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la personne qui le fait puisse être acceptée et non rejetée dans son environnement. Et je crois que la Fédération sportive gay lesbienne, même si peut-être que dans le tournoi international de Paris, il a été spécifiquement parlé d'inclusion en 2005, la couverture du VIH et l'intérêt de cette question et la sensibilisation et la prévention, elle date de bien plus longtemps avant. Et il y a eu notamment une charte VIH et sport qui a été créée en 2001 qui donne les bases de cette construction. Et enfin, et j'en termine, pardon, je suis long, mais j'essaie de faire sur 3 interventions. La question des trans dans le sport vient provoquer de nombreuses interrogations parmi les sportifs dans l'axe de compétition. Et la charte de la FSGL permet dans un premier temps de dire que les clubs doivent être inclusifs, permettre aux personnes trans de choisir et de venir pratiquer un sport. Il y a la deuxième étape qu'on est en train de mener avec les associations trans et Paris 2018, justement pour permettre aux personnes trans aussi de ne plus être discriminées dans les compétitions, parce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas, et c'est un vrai sujet. Merci. Merci. Alors, 2 réactions à la tribune. Le président Corman et puis ensuite Véronique. Je souscris tout à fait aux propos de Manuel en précisant qu'effectivement, je comprends bien l'analyse qui a été faite et c'est des questions qui se posent assez régulièrement dans nos réunions sur ces sujets-là, enfin sur le statut sérologique notamment. La difficulté, enfin, la question, elle est effectivement plus de créer un cadre bienveillant qui fasse que si la personne souhaite manifester ou faire son coming out sur ce sujet-là, elle puisse le faire et qu'il n'y ait pas, comme vous l'avez dit, de problèmes dans la pratique du sport après. Donc c'est vraiment ça le sujet et c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire de favoriser un contexte favorable pour que si elle souhaite le faire, ça ne provoque pas d'émoi, mais que si elle souhaite par choix ne pas le faire, ça reste possible aussi. Le coming out forcé, ça peut quand même poser quelques problèmes. Il faut laisser à chacun le droit de s'exprimer ou pas sur ce sujet-là. Comme vous l'avez dit vous-même, c'est une question intime finalement. Donc c'était un petit peu là-dessus où je voulais réagir. L'objectif étant de faire de la pédagogie au niveau des associations pour justement permettre ce cadre favorable.
Véronica. Oui, par rapport à la non-discrimination, la visibilité, le coming out, c'est toutes des questions qui traversent évidemment le mouvement sportif LGBT. Moi, je pense qu'il faut quand même aller peut-être un pas plus loin de ce que tu as dit, Sylvain, c'est-à-dire qu'il faut être proactif aussi, pas juste énoncer des choses, parce que quand on énonce des choses, mais que les pratiques qui vont avec ne sont pas en accord avec ce qu'on énonce, ben, les gens ne se sont pas en mesure de faire leur coming out, que ce soit par rapport à la séropositivité, par rapport à l'orientation sexuelle. Et je pense que cette démarche proactive, là du coup je vais faire un petit point un petit peu polémique qui a déjà, comment dire, qu'on a déjà discuté avec les Gay Games, qui a aussi la question de l'argent. Moi personnellement, je suis un peu gênée aujourd'hui de participer à un colloque sur la santé LGBT payant. Je trouve que ça devrait être un colloque gratuit. Je ne comprends pas du tout comment c'est possible. Même s'il y a des frais, il faut aller chercher l'argent pour les frais. On est hébergé par le ministère, vous avez plein de sponsors et je suis sûre que l'argent, il est bien dépensé, ce n'est pas la question. Mais d'un point de vue symbolique, je pense que la gratuité est importante. Et c'est la même chose dans le sport, freiner les barrières matérielles en faisant, pas juste en disant vous pouvez venir. Si nous on dit aux réfugiés vous pouvez venir, mais on ne leur paye pas les frais de transport pour venir, c'est-à-dire que nous on paye les passes Navigo aux réfugiés, si on ne leur paye pas le matériel de foot pour venir, on peut leur dire, on peut répéter à l'envie venez, elles ne viendront pas. Donc je pense qu'il faut vraiment faire un travail proactif. La question de l'argent, je pense qu'elle est fondamentale, que ce soit aujourd'hui au colloque ou que ce soit à l'inscription des Gay Games. Alors, ici, je sais pas, oui, ça marche. Bon, bonjour. Si tu veux répondre brièvement. Alors. Oui, rapidement. Oui. Je vais être vraiment très court sur la réponse. Effectivement, le colloque a une participation aux frais pour un certain nombre de populations. Il y a beaucoup de gens qui avaient la possibilité de venir gratuitement ici. C'est le premier point. Le deuxième point, sur les Gay Games, il y a une participation aux frais de tous les participants qu'on a essayé de mettre au minimum, mais on offre des bourses qui incluent la totalité de ce que tu dis, Véronica. Donc, effectivement, des réfugiés ou des personnes d'Afrique ou autres qui vont venir aux Gay Games, on va leur payer la totalité du voyage et leur permettre une expérience. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci. Pour donner quelques points d'éclaircissement, l'article dont je parle là, il date de 99 et il est avant la charte VIH. Et faut comprendre la situation. Les gens reviennent des Gay Games où Tom Waddle est lui-même décédé du sida, où il y a des commémorations importantes, etc., etc. Les gens rentrent en France, il faut attendre que Tétu pose la question, de demander si les gens veulent témoigner pour qu'on ait une archive qui montre que cette question, même de demander aux gens s'il y en a qui veulent témoigner, pose problème. Donc, je veux dire, le problème n'est pas un problème polémique. Il est d'essayer de comprendre dans quelle configuration socio-historique on est et comment le sport, et je crois l'avoir montré, était dans une logique en France de mise à distance du VIH. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut le reconnaître et il faut comprendre les processus qu'il y a et qui sont, je crois, très bien travaillés. Je pense que ce qu'a dit Véronica sur la performance et la manière dont on peut réfléchir sur la performance, sur ce que ça veut dire la performance par rapport à la maladie dans cette question-là, hein, et ce que ça pouvait vouloir dire pour des personnes gays à cette époque-là, de venir s'engager sur un mode... Voilà, c'est ça que je crois qu'il faut analyser pour faire ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que c'est bien de dire l'inclusion, et je crois que les Gay Games le disent, sauf qu'une fois qu'on l'a dit, et c'est l'intérêt de ce mouvement-là, eh ben, on est confronté, parce qu'on met en pratique les choses, à tout un tas de petits problèmes concrets et très intéressants, je crois. Voilà. Donc voilà, c'était pour clarifier cette question-là. On pourrait rajouter, parce que la question des genres et des trans a été posée, la question du genre dans le sport LGBT, elle se pose, j'ai envie de dire, depuis le début, et les trans remettent un problème qui est que le sport traditionnel est bicatégorisé. Voilà. Et qu'il y a les filles qui pratiquent d'un côté, les garçons qui pratiquent. Au départ, c'était que les garçons. Et pas que dans l'Antiquité, parce qu'effectivement, le sport moderne ne remonte pas à l'Antiquité, mais remonte à la refondation sur un fantasme de l'Antiquité, qui a un fantasme voilà, d'une pratique qui avait une signification religieuse, etc. On ne va pas faire un cours d'histoire, ça a très peu d'intérêt. Mais par contre, il faut dire que dès le départ, les filles sont exclues. Et que c'est dans les années 1919-20 que Alice Mia, c'est-à-dire des féministes, la première vague de la génération féministe qui a obtenu le droit de vote dans les pays européens, mais pas en France, qui s'est mobilisée pour créer des jeux séparatistes à part,
Jeux olympiques féminins. Il y a eu quelques... pour, à partir de ces jeux-là, revendiquer une intégration qui a été négociée par le mouvement sportif. De quelle manière? Ok, on intègre, mais il y aura des épreuves masculines et féminines, parce que les hommes et les femmes, c'est pas comparable. Et la question des trans, j'ai envie de dire, aujourd'hui, à Frais Nouveau repose cette question-là, c'est-à-dire d'une bicatégorisation institutionnelle qui est archaïque, qui n'existe que dans le sport, dit dans un autre milieu du travail, si on raisonne en termes de travail, que les hommes et les femmes n'ont pas le droit d'être confrontés au Parlement parce qu'ils n'ont pas la même intelligence, etc. Vous allez voir, ça va poser un problème de droit du travail. Dans le domaine du sport, ça ne pose pas de problème parce que l'idée qu'il y a une différence biologique qui empêche la comparaison est quelque chose qui est profondément enraciné dans les institutions. Bon, voilà, mais on pourrait poursuivre la discussion plus loin. On pourrait poursuivre, je ne sais pas si Alain, mais il y a peut-être d'autres interventions. Si, oui. Alors, Si. une Oui. ici et ensuite. Merci. Et Non. j'ai beaucoup apprécié là, votre intervention parce que je viens de finir une conférence sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans le sport et dans le sport de haut niveau en particulier. Et c'est vrai que je posais par exemple une question au départ, Alice Milia, qui connaît Alice Milia? Alors je me permets ici aujourd'hui de poser cette question. Est-ce que qui connaît Alice Milia? C'est intéressant parce que je crois que personne ne connaît Alice Milia. Bon, c'était juste une petite parenthèse. C'est l'apôtre du sport féminin, c'est-à-dire ce que le baron Pierre de Coubertin est pour les hommes. Savoir que 1896, c'est les Jeux olympiques modernes et c'est fait pour les hommes. En effet, les femmes sont exclues et les femmes, en début du siècle, et Alice Milia était vraiment la dirigeante la plus importante et la féministe la plus engagée pour développer le sport féminin. Juste, c'est un petit... J'ai pas pu résister à l'envie d'en parler. Début du siècle, donc début des clubs féminins. Et savez-vous, en 1933, combien il y avait de clubs féminins? 451. Et devant cette poussée du sport féminin, eh bien, la jante masculine a été effrayée. Les femmes étaient là pour faire des enfants et être à la maison. À cette époque-là, les rôles sociaux étaient vraiment très, très différents. Et tous les clubs, les fédérations nationales, internationales, vous avez parlé de Jeux olympiques, ce n'était pas vraiment des Jeux olympiques, mais c'était des Jeux mondiaux féminins, parce qu'elles n'avaient pas l'appellation, ont été interdits. C'est-à-dire, la loi, en 1940, a fait que les fédérations autonomes féminines qui se développaient très bien, parce que les femmes avaient envie de faire et de l'activité physique et du sport, eh bien, ont été interdites et ont été récupérées après la guerre dans une mixité qui est bien complexe, car si les activités actuellement, toutes les activités sportives sont autorisées aux femmes, il y a encore de grosses différences. Merci de ce rappel. Je suis obligée de vous interrompre parce qu'il resterait très peu de temps et une dernière question. Et Merci beaucoup. C'est vrai, je me suis étalée. Et à la santé d'Alice. C'est vrai. Je voulais juste dire que le corps médical n'a pas toujours été très favorable pour le sport féminin, puisqu'il a été longtemps décrié en disant qu'il était dangereux notamment pour avoir des enfants. Merci de ce rappel. Merci. Oui, Christophe Martin, donc journaliste pour Hornet. Oui, je viens de lire que Manchester United, donc quand même un énorme club de foot, vient de signer avec justement une association LGBT. Et ce que je trouve intéressant, c'est pas seulement pour l'inclusion dans l'activité sportive, c'est aussi pour que tous les fans soient traités de la même façon. Parce qu'il y a des sportifs ou des sportives, moi je suis plus tellement sportif, etc., mais ça m'intéresse d'aller voir un match de foot ou d'aller voir mes copines, effectivement, des gommeuses, etc. Mais, et par contre, dans des clubs ou dans des stades, on sait très bien ce qui s'y passe. Je trouve ça vraiment intéressant comme démarche de pas seulement considérer les sportifs, les LGBT comme voulant faire du sport, mais aussi voulant assister et prendre plaisir à assister à des compétitions. Et ma question qui rejoint un peu ça, c'est quid justement en France, on est quand même très 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 bloqué sur cette question des fédérations. Et est-ce que justement les Gay Games, vous avez senti peut-être un frémissement de certaines fédérations? Vous avez montré leur logo, mais concrètement, ça veut dire quoi? Je
ne peux pas répondre pour les Gay Games, mais juste pour répondre sur le côté déjà sport et penser à ceux qui ne sont pas spécialement sportifs, mais qui sont amateurs de sport. On a participé ensemble à un projet l'an dernier qui s'appelait l'Euro Pride House, qui était en fait en marge de l'Euro de l'UEFA de foot, et qui, pour la première fois, en fait, pour ce type de projet, a été fait sur 4 villes hôtes, donc Paris, Lyon, Marseille et Nice, où on a fait par exemple des retransmissions de matchs de foot dans des bars. Il y a eu un match amical qui a été fait avec le soutien de la mairie du 19e par exemple aussi, où les équipes étaient mixtes, hommes, femmes, trans. Donc ça aussi c'était intéressant en termes de... et qui avait été ouvert par une des personnes de l'UEFA qui était venue quand même aussi exprès pour ça. Donc on travaille aussi sur cette réflexion-là, parce que comme tu l'as dit, il y a un vrai sujet aussi sur l'accompagnement et sur tout ce qui est autour du sport. Je peux juste rajouter quelque chose par rapport à la Fédération française de foot. Donc, elle est complètement bloquée sur ces questions. Vraiment, on ne peut même pas prononcer le nom homophobie ou lesbophobie, encore moins. Nous avons une fois essayé de dealer le déploiement d'un drapeau arc-en-ciel dans un stade. Ça a été... je ne vous dis même pas comment ça a été parce que c'était terrible, alors qu'il y a des signes nationalistes, je veux dire un drapeau... donc c'était considéré le drapeau arc-en-ciel comme un signe politique, et donc c'était pas possible, alors qu'un drapeau de la France, évidemment, ce n'est pas du tout un signe politique, c'est une évidence. Donc nous avons quand même réussi à rentrer ce drapeau dans le stade, Charletti, nous l'avons déployé. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Donc, très clairement, nous, en tant que dégommeuses, en tant que lesbiennes, comme il y a une telle peur qu'il y ait des joueuses qui soient identifiées comme lesbiennes au sein de l'équipe de France, parce que tout l'enjeu de la communication de la Fédération française de foot, c'est justement de normaliser le foot, de dire le foot n'est pas pour les homas, c'est pas pour les lesbiennes. Donc c'est pour tout le monde. Donc on va montrer des joueuses avec des angles vernis, avec des cheveux longs, etc. Donc les dégommeuses sont vraiment vues comme la fumée de lésion. On n'est pas du tout bienvenus à la Fédération française de foot. Ça, c'est sûr. Comme s'il y avait une petite question de la part de Christophe sur les Gay Games et les relations avec les fédérations françaises. Il ne s'agit pas simplement de mettre leur logo et de dire on soutient Paris 2018. Il s'agit de partenariats effectifs visant à participer à l'organisation, à montrer de manière crédible leur participation, leur lutte contre l'homophobie au sein de leur fédération au travers des Gay Games. C'est une manière pratique de faire. La Fédération française de patinage artistique et la Fédération française de danse travaillent avec nous pour essayer de faire évoluer leur règlement pour permettre aux couples de même sexe de faire de la danse ou du patinage artistique. Voilà ce type d'évolution qui permettra de faire avancer les mentalités, comme on a fait avancer la Fédération française de natation pour faire de la synchronisation, de la natation synchronisée pour les hommes, puisque c'était réservé qu'aux femmes. Voilà. Sur la partie Fédération française de foot, il y avait, lors des différentes réunions préparatoires justement à l'Euro Pride House, le discours de la Fédération française de foot, c'est de dire qu'il n'y a pas de problème d'homophobie dans le cadre du foot, pour une raison très simple, c'est qu'ils ont mis en place un observatoire qui est basé sur le déclaratif. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est victime d'homophobie, il faut qu'il se déclare aux instances du foot pour que du coup ça remonte après. Donc je vous laisse, c'est assez logique que le radar finalement ne fonctionne pas très très bien. Bien, y a-t-il encore une frustration mais rapidement, en vous présentant, s'il vous plaît. Martin Blais, j'ai deux petites, en fait, une longue et une courte question. Une courte question pour Coraline, en fait. Merci pour ces chiffres. Je trouve ça toujours jubilatoire de voir des chiffres. Bon, c'est personnel, mais c'est un travail très important puisqu'on a effectivement très peu de données sur cette population. Dans le micro. Oui, pardon. Vous avez parlé, en fait, je m'excuse, c'est mon imaginaire qui parle, mais vous avez parlé, en fait, de fisting vaginal. Est-ce que vous parlez plutôt de pénétration digitale ou de fisting vaginal? Parce que pour moi, ça renvoie à deux imaginaires bien différents. Mais c'est une simple question de curiosité, de clarification. Par rapport aux pratiques sexuelles, c'est ça? En fait, dans le questionnaire, il y avait un énorme tableau avec toutes les pratiques. Et donc, il y avait les pénétrations effectivement digitales, les pénétrations avec des objets et les pénétrations avec le poing. Donc, OK, donc c'est vraiment de fisting dont vous parlez. Okay, ouais. Merci. J'ai une question pour Ford, en fait, et sur la présentation, une question pour Ford sur le chemsex.
Et en fait, je me demandais, en cadrant la question du chemsex comme étant un sous-produit d'une société techno-capitaliste, en fait, est-ce qu'on n'évitait pas un peu la quête qu'il y a possiblement derrière le chemsex pour le présenter plutôt comme une forme d'aliénation propre à la société dans laquelle on vit? From what? Alienation I'm from asking, what? I don't know. Maybe there's a quest behind it, and then just framing it as a byproduct of the techno-capitalist society seems to just evacuate this quest. I think it could be described as either an accommodation or an alienation. That's what makes it somewhat paradoxical. At the same time. Yeah. Can I just make a contribution to the sport event debate? Historically, women didn't do menial work. The work that women did was judged as menial. Sport activities aren't natural, taken for granted activities and categories. The things that we have created into sports are things that particular types of bodies are good at, and those bodies are socially hierarchied. There's always going to be a challenge with leaving those categories as they are and trying to integrate other bodies into them. We don't have certain physical activities that our bodies can do as sports categories because they're not things that particular types of men were good at. Just an observation. Dernière question, Madame la Présidente. Merci. Donc, une question pour... Une question pour Ford. Je voudrais savoir si dans le corpus d'entretien qu'il a réalisé, enfin en tout cas ce corpus-là et peut-être d'autres entretiens réalisés préalablement auprès des gays, autour des motifs associés à cette question du contrôle, des limites, des bords, dont tu disais la diversité des motifs suivant les personnes. Est-ce que tu as noté des motifs plus spécifiquement associés aux usagers séropositifs pour le VIH, qui sont par ailleurs, et on le sait, qui sont majoritaires, enfin qui parmi les hommes qui consomment des produits psychoactifs en contexte sexuel sont plus particulièrement représentés? Chemsex is much more common amongst men with HIV than men without HIV. One of the things that drugs give you two broad categories of things that are involved with sex. One is the capability to have the kind of sex you want, which include confidence, endurance, libido. They're precisely the things that HIV quite often takes away from people, which might partly explain why men with HIV are overrepresented.